c'est probablement la plus grosse erreur de ma carrière, mais c'est aussi celle qui m'a fait devenir ce que je suis là, qui m'a fait performer vite, qui m'a permis d'avoir de gros objectifs, et donc du coup de me dire que je serais capable d'un jour d'être aussi bon que je suis là, et encore plus. Salut à tous. Comme vous pouvez voir, on se retrouve dans un cadre un petit peu différent de sa vie d'habitude. J'ai dit que dernièrement je faisais des vidéos un peu plus travaillées, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça va un petit peu changer, pour la simple et bonne raison que je vais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, un sujet je pense qui sera important pour beaucoup d'entre vous qui essayent de se lancer à fond dans le powerlifting, d'être aussi performant que possible, et le sujet dont je vais vous parler ça va être tout simplement la plus grosse erreur de ma carrière. Alors ça peut paraître un peu putaclic comme ça, mais honnêtement ça l'est pas, et c'est pour ça que ça me tient à cœur et que je vais vraiment en parler, parce que je pense que ça pourrait aider beaucoup d'entre vous qui vont sûrement se reconnaître dans ce dont je vais parler sur cette vidéo. Cette chose qui a été la plus grosse erreur de ma carrière et aussi la chose qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, et c'est tout simplement l'impatience. Et oui, aussi bête que ça, mais depuis le début de mon aventure en powerlifting, j'ai toujours voulu devenir aussi fort et aussi vite que possible. Comme n'importe qui est passionné par quelque chose, je pense que vous voudrez progresser aussi vite que possible, c'est évident, et c'est une bonne chose en soi, ça veut dire que vous avez de gros objectifs et que vous vous projetez vers une meilleure version de vous. Et là-dessus, il n'y a aucun problème. Pour vous faire un petit peu le topo de comment a commencé ma carrière, donc moi j'ai commencé le powerlifting en 2017, donc j'ai fait mes régions, etc. C'était la fin de l'année, et du coup j'ai été qualifié pour les France de l'année d'après. Donc en 2018, je fais mes premiers championnats de France que je gagne, toutes catégories aussi, et l'année d'après directement je refais des France qui me qualifient cette fois pour les championnats du monde, donc je regagne les France toutes catégories l'année d'après. L'année d'après, je vais au championnat du monde, je gagne les championnats du monde et je gagne les championnats du monde toutes catégories, et donc à ce moment-là, je suis meilleur sub-junior du monde en 1 an et demi, 2 ans de sport. Donc vous voyez que l'ascension a été très rapide, et je suis vite devenu parmi les meilleurs mondiaux, en tout cas dans ma catégorie. Et du coup, ça a vraiment donné une soif un peu pour moi de faire plus, parce qu'évidemment, sub-junior c'est pas la fin, c'est pas une finalité, il y a d'autres catégories junior et open qui passent après, et donc évidemment je me suis directement projeté pour devenir aussi bon que possible dans les catégories d'âge qui suivaient, et donc forcément dans les catégories de niveau qui suivaient, puisque le niveau suit aussi l'âge. Donc voilà, ça m'a permis de voir grand, ce qui a été une bonne chose, mais ça m'a conduit aussi à faire beaucoup d'erreurs, notamment des très ou trop gros cuts lorsque c'était pas nécessaire. Quand j'étais plus jeune, je faisais des gros cuts, notamment mes premiers championnats de France. Monsieur le DTN devrait s'en souvenir. La veille de mes premiers championnats de France, où j'avais une pesée à midi, je me pèse à 112,9, et ils connaissaient pas trop un peu les cuts à cette époque-là, c'était pas très démocratisé en power, et donc du coup grosse panique dans le staff de l'équipe de France. Personne pensait que j'allais faire le poids, etc. Et c'était drôle. Au final, j'ai fait le poids, il y a eu aucun problème de ce côté-là, même si forcément c'était beaucoup trop et c'était pas utile. Mais c'est voilà pour dire qu'en fait, à cette époque, j'étais jeune, je suis encore dans une certaine mesure, mais surtout j'étais très lourd, plus lourd que ma caté, mais pour du gras. Notamment, à l'heure actuelle, je suis toujours dans la même catégorie, je suis très proche de ma catégorie, et je suis forcément beaucoup plus sec. Et à l'époque, j'étais du coup toujours pas assez musclé pour être au-dessus de mon poids, tout en étant optimisé en termes de muscles. Donc en fait, j'étais juste plus lourd pour être plus gras, ce qui me rendait forcément un peu plus fort, mais pas aussi fort que si ça avait été totalement du muscle. Et comme à l'heure actuelle, 6 ans plus tard, je suis toujours pas capable d'être assez musclé pour être au-dessus de ma catégorie et être sec, vous vous doutez bien qu'avant c'était encore pire, et donc du coup c'était vraiment inutile. Donc de ce côté-là, c'était une de mes premières erreurs, c'est de faire des trop gros cuts qui étaient pas nécessaires et qui du coup me coûtaient beaucoup en termes de préparation. Donc du coup enchaîner les compétitions avec des gros cuts, évidemment c'est pas facile puisque ça prend beaucoup, c'est très épuisant physiquement. Pour vous faire un petit feedback sur mes premiers championnats du monde à Calgary au Canada, donc je suis parti là-bas quand j'avais 18 ans. Quand je suis revenu en retour de voyage, j'ai chopé genre pneumonie, bronchite, otite, enfin j'étais complètement cuit juste à cause du fait que forcément gros voyage, fatigue, décalage horaire, on a fait la compétition très vite, il y avait que 2 jours de repos, enfin un jour complet de repos plus le jour où on est arrivé. J'ai fait ma compétition, puis je suis reparti le lendemain, donc j'ai cut 10 kilos, j'ai fait ma compétition, très stressant vu que c'était mes premiers championnats du monde, et je suis reparti le lendemain, donc pendant une semaine le sommeil était catastrophique, j'ai chopé toutes les maladies possibles. Donc voilà, pour vous dire que pour le corps c'est extrêmement usant, et forcément en enchaîner, puisque par exemple cette année là j'ai fait 4 compétitions internationales il me semble, c'est très fatigant pour le corps. Et ça c'est des choses que j'aurais pu éviter tout simplement en cutant moins, ça m'aurait pu m'enlever une grosse partie de fatigue. Bon évidemment ça aurait pas tout enlevé, mais ça aurait pu optimiser une grosse partie de cette fatigue. La deuxième chose que j'ai mal faite en rapport avec l'impatience quand j'étais plus jeune dans ma carrière, c'est des choix de barres trop agressifs en compétition. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'entraînement et la compétition c'est deux choses différentes, d'autant plus les compétitions internationales. Quand on part à l'autre bout du monde pour faire une compétition, qu'on n'est pas chez nous, pas le même climat, décalage horaire, la fatigue, le trajet, toutes ces choses là c'est des choses qui impactent énormément sur les performances, et ça il faut l'accepter. Et souvent quand on est un peu débutant dans la compétition, on s'en rend pas compte à quel point ça peut impacter les performances. D'autant plus que les standards en compétition évoluent énormément depuis mon début en powerlifting, donc en 2017, les standards de descente, de position de départ, de position de fin, etc. ont énormément évolué, et c'est de plus en plus compliqué d'avoir ces requis pour pouvoir avoir nos mouvements, pour pouvoir être validé. Et donc de ce côté là ça aussi il faut le prendre en compte, puisque chaque année ça évolue, et donc chaque année ça rend le sport plus difficile à pratiquer dans les standards de compétition. Et donc forcément des choix de barres trop agressifs ça impacte aussi ça, puisque si je veux faire un troisième essai trop agressif et qu'on me demande des zones encore plus bas, il y a plus de chances que je le loupe, et si je loupe mon essai forcément je perds des kilos sur le total. Donc de ce côté là c'est du stress en plus en compétition, puisque du coup c'est des barres qui sont très lourdes voire trop lourdes, et évidemment ça me permet de te classer, ça te fait te classer moins bien, vu que du coup tu fais un plus petit total que ce que tu pourrais faire. Ça encore une fois il faut le recul, il faut la maturité d'athlète pour pouvoir le concevoir et le faire mieux, et ça prend souvent quelques compétitions, et c'est pour ça que c'est bien d'en discuter quand vous êtes jeune dans la pratique, de vous rendre compte, de prendre du recul et de pas être trop agressif de ce côté là, tout simplement parce que vous pouvez perdre beaucoup de kilos sur votre auto, par conséquent faire moins que ce que vous pouvez faire, et donc du coup être déçu de vos performances. Troisième chose qui a beaucoup impacté ma carrière, c'est le fait
d'enchaîner des compétitions avec beaucoup de pression, ce qui est vraiment compliqué à gérer physiquement et mentalement. Donc comme je l'ai dit, la première année de mes compétitions du coup internationales, donc du coup déjà je ne connaissais pas du tout le cadre, donc en soi déjà rien que ça c'est stressant. J'ai fait 4 compétitions internationales, je suis parti aux 4 coins du monde, je suis parti au Canada, en République Tchèque, les Europes, je me souviens plus d'où c'était, je crois que c'était en Suède. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de déplacements. Ça c'est fatigant en soi, mais aussi tout simplement le fait de se préparer pour une compétition, évidemment c'est fatigant. Il faut faire le poids, il faut se préparer, il y a la pression de la compétition, la pression de l'endroit, du support, enfin dans le sens où on représente la France à l'étranger, donc pour moi c'est une pression personnelle déjà parce que je veux performer, mais en plus de ça il y a des gens qui te regardent, on a des attentes sur tes performances, toutes ces choses là c'est des choses qui sont extrêmement stressantes. Et oui, vous allez me dire c'est évident, c'est notre métier en tant qu'athlète de haut niveau, et c'est vrai que c'est notre métier, mais ça n'empêche que c'est pas à négliger pour pouvoir justement performer autant que possible, puisque la performance c'est quelque chose qu'on nous demande, qui est requis quand on est sportif de haut niveau. À cette époque là je pensais que si je me persuadais que je pouvais faire quelque chose, entre guillemets, que si je le voulais etc, je le pourrais, et comme j'ai dit c'est une bonne chose parce que ça m'a permis vraiment de viser haut, de voir très haut, de devenir fort très vite, et ça a été une bonne chose pour ma carrière puisque du coup je suis devenu fort assez rapidement, mais en même temps ça m'a mis dans des positions qui sont délicates parce que beaucoup de fatigue, beaucoup de pression accumulée, malgré le fait que j'optimise tout mon rythme de vie, que je sois vraiment fait pour, enfin que je me sois consacré à ça à 100%, si on peut se ménager, il faut le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut pas se dire ok je vais rien faire ou je vais rien branler, je serai meilleur. Non, c'est faux. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis c'est que quand on a le choix et quand on peut se ménager et qu'on n'impacte pas la performance, il faut le faire. Et parfois ça passe par des périodes où il faut justement savoir un petit peu reculer, prendre du recul sur les compétitions, ou accepter que certaines compétitions sont moins bonnes que d'autres, tout simplement parce que performer tout le long de l'année sur 4 compétitions, 5 compétitions, 6 compétitions à l'année, c'est impossible. Parce que là je vous parle des compétitions internationales, mais du coup il fallait les compétitions pour se qualifier aux internationales, donc du coup les championnats de France, et parfois encore une ou deux autres compétitions dans l'année. Donc du coup on arrive vite à un total de 5-6 compétitions, ce qui vous vous rendez bien compte est énorme, puisque c'est une compétition tous les 2 mois. Une compétition tous les 2 mois, ça veut dire quasiment tous les 2 blocs, et donc forcément pour les pratiquants de powerlifting vous vous rendez compte que le rythme est extrêmement élevé, et d'autant plus quand le niveau de performance est haut et que les performances requises sont hautes, puisque quand on va à des compétitions internationales c'est pour performer souvent, et quand on en fait 4 dans l'année, ça demande de performer très bien 4 fois, et donc vous vous rendez compte tout de suite que c'est complexe à gérer d'un point de vue physique et mental, puisque c'est beaucoup de pression, vous vous en doutez bien. Donc longtemps j'ai accepté ça comme étant un peu le truc de notre sport. Vous voyez, j'étais en mode c'est mon métier, et donc du coup c'est normal, c'est comme ça. Mais comme je l'ai dit, ce qu'il faut comprendre c'est que malgré le fait que ce soit notre métier, et c'est vrai, il faut se ménager quand on le peut, et c'est vraiment extrêmement important de comprendre ça. Comme je l'ai dit, en tant qu'athlète, ce qu'on nous demande avant tout évidemment c'est de performer, et en réalité rien d'autre. Et parfois ça passe aussi par accepter que la performance a son temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas performer à toutes les compétitions, et il y a certaines compétitions où on performera mieux que d'autres. Mais aussi surtout qu'elle est relative. Et oui, pour gagner une compétition, c'est fou, mais il suffit d'être meilleur que le deuxième. Et parfois, ça peut paraître bête, mais c'est fondamental dans la performance. On nous demande juste d'être meilleur que le deuxième et de gagner, et ça suffit en réalité. Plus parfois ça peut être délétère, d'autant plus dans le contexte actuel des compétitions, si on en fait beaucoup, etc. Et si on en fait beaucoup, et pour plein d'autres raisons, ça peut ne pas forcément être utile de toujours aller à 100% de notre performance. Une autre chose que je pensais devoir arriver, c'est le fait de devoir absolument performer à l'entraînement, parce que je pensais que ça allait me mettre sur la bonne voie pour la compétition. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Si je squatte 260 à l'entraînement, je vais pas m'attendre à squatter 350 à la compétition, ça paraît évident. Mais performer à l'entraînement, ce n'est pas nécessaire. L'entraînement, c'est avant tout fait pour préparer pour la compétition et pour performer du coup à la compétition en elle-même. Et oui, ça paraît évident, mais ça veut dire que parfois, il peut être intéressant de ne pas all-in à l'entraînement juste pour savoir qu'on a ce niveau-là, puisqu'encore une fois, c'est le principe des RPE dans une certaine mesure, c'est de savoir qu'on a un niveau sans forcément être à ce niveau, ou en tout cas montrer le niveau. C'est-à-dire que si je fais un squat à 300 RPE 6, je sais que je peux peut-être squatter 330 sans avoir besoin de squatter 330. Donc là, c'est un exemple très primaire, mais ça s'applique dans plein de mesures pour ne pas forcément avoir besoin de toujours performer à son maximum avant, en préparation pour les compétitions ou même proche de la compétition. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important, c'est de performer le jour J, pas un jour avant, pas une semaine avant, pas un mois avant, mais le jour J. Et ça, c'est très important en tant qu'athlète, car c'est tout ce dont on doit prioriser, c'est le fait de performer le jour J. Et du coup, parfois, il peut être intelligent de se brider volontairement pour axer son travail sur d'autres aspects. Un exemple tout bête, parfois descendre en intensité, donc moins performer à l'entraînement, ça peut nous permettre de faire plus de volume pour le même stress, du coup il est un peu plus bas, ou tout simplement sortir un petit peu la tête de l'eau et l'environnement de la compétition pour pouvoir prendre un petit peu de recul et donc du coup performer quand la performance nous sera demandée. C'est plein de choses comme ça qui, en s'accumulant bout à bout, peuvent vraiment faire une grosse différence sur la performance et sur la capacité de l'athlète de faire plusieurs compétitions et de performer de saison en saison. Donc pour finir, oui, l'impatience est probablement la plus grosse erreur de ma carrière, mais c'est aussi celle qui m'a fait devenir ce que je suis là, qui m'a fait performer vite, qui m'a permis d'avoir entre guillemets de gros objectifs et donc du coup de me dire que je serais capable d'un jour d'être aussi bon que je suis là et encore plus d'ailleurs, parce que évidemment même à l'heure actuelle je suis toujours impatient, parfois trop impatient, et mon but premier c'est de performer autant que possible et de continuer à performer, de devenir encore meilleur, et ça paraît évident en tant qu'athlète. Donc voilà, comme toujours, ce qu'il faut comprendre et le mot de la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que le poison c'est la quantité. Ce qui fait le poison c'est vraiment la quantité, et que ce soit avec l'impatience ou peu importe ce que vous ferez dans votre vie, le trop est souvent l'ennemi du bien. Donc voilà pour conclure ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker dans la bio si vous voulez un t-shirt Silent Worker, si vous voulez vous renseigner pour un coaching ou plein d'autres choses, n'hésitez pas à aller voir dans la bio, tout
t'y es. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram, au Instagram de SBD Forever Coaching, sur lequel on drop plein de bangers. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à partager avec moi tout simplement pour vous quelle est la pire erreur que vous avez faite pour votre progression en powerlifting, et ça peu importe votre niveau. Je pense qu'on fait tous des erreurs, peu importe nos niveaux, on en a tous fait et on en fera tous encore, c'est la nature humaine. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est un petit format différent, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et on se retrouve très rapidement pour la semaine prochaine pour le vlog des championnats du monde. J'espère que vous allez kiffer ça, et j'aurai une très grosse annonce à vous donner aussi à ce moment là.